N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Assalamu alaikum, shalom, bonjour, encore une fois, salam alaikum. Nous sommes vendredi, jour de grande prière pour nos amis auditrices et auditeurs de confession musulmane. Chers amis, merci de nous porter dans vos prières quand vous irez incessamment à la grande prière du vendredi. Nous n'oublions pas que les catholiques, dont nous-mêmes, nous sommes toujours dans le mois du rosaire, toutes confessions confondues, que nos prières s'élèvent à l'endroit de Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes donc dans ce studio en ce jour du vendredi 26 octobre 2018, 11 heures passées légèrement de quelques instants. Le plateau se constitue très bien, mais commençons par la technique avec le duo. À la console Michel Kokou Victor Gwetomenga, pendant que Jiro Dakucha Kojo est à mettre l'émission en ligne. Donc, une fois n'est pas coutume, nous avons deux dames dans ce studio. Commençons par notre invitée, Madame Sabi Faiza. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Le micro, s'il vous plaît. Alaikum salam. Bonjour, Sass. Comment allez-vous? Je me porte toujours très bien. Surtout quand je suis encadré par deux grandes dames. Vous irez bientôt à la mosquée? Absolument, absolument. Et vous irez prier pour le club de la presse, tous ses partenaires. Exactement. Merci beaucoup. Alors vous-même, vous êtes? Je suis kinésithérapeute du sport. Kinésithérapeute du sport, et vous êtes dans ce studio pour nous parler de la campagne ZAC Zumba Against Cancer, dont je suis la coordinatrice. Eh bien, nous en saurons tantôt ce que c'est. Et c'est la grande dame ODD Roland Diatoubé Aziaka qui nous a amené Madame Sabi Faiza. Roland, bonjour. Bonjour Sass, un réel plaisir d'être à la messe de chaque vendredi. Merci, je voudrais que vous fassiez plaisir en présentant nos deux confrères qui sont là. Nous avons Monsieur Olivier Adja. Oui. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, et bonjour à toutes et à tous. Et Monsieur le confrère Thierry Afonko. Oui, bonjour et bonjour à tous. Les amis auditeurs, il fallait être là pour voir comment Olivier et Thierry souriaient pendant que Roland les présentait. Ce n'est qu'une simple présentation, hein, Olivier et Thierry. Oui, non, mais quand une demoiselle, une dame, donc, se fait le plaisir de vous présenter avec ce sourire, on ne peut que lui retourner ce beau sourire. Merci. Eh bien, cette émission est partie. Nous pourrions être incessamment rejoints par quelqu'un qui pourra nous aider à comprendre et à décrypter cette semaine politique qui a vu le fossé de l'incompréhension se creuser davantage entre les protagonistes de la scène politique togolaise. Du coup, est-ce qu'il faut commencer à regarder vers l'extérieur, notamment les facilitateurs? Eh bien, nous allons en parler. Nous ferons également le point avec tous ces sujets à polémique, le recensement électoral, la CENI, et puis tout le reste. Mais commençons par la femme qui est à l'honneur, Roland Diatoubé. Cette information qui nous tombe, ou bien qui est tombée depuis hier. Nous commençons l'émission par l'Éthiopie. Oui. L'Éthiopie qui a une présidente femme depuis hier. C'est la première fois que cette république démocratique et fédérale a à sa tête une présidente de nom de Sahle-Work Zewde, une grande diplomate de 68 ans qui a été désignée à l'unanimité par les parlementaires. C'était hier 25 octobre. Oui, la nouvelle était tombée hier et sur les réseaux sociaux, les commentaires se suivent et moi-même j'avais placé un mot. Une dame que j'ai eu l'honneur de rencontrer l'année dernière au Kenya, parce que elle fait partie des femmes leaders des Nations Unies qui a travaillé beaucoup dans le système des Nations Unies au niveau de l'ONU, et une dame qui reflète l'intégrité et c'est l'une des valeurs. Quand elle parle, elle est assurante. Je crois que c'est un très beau message pour nous, les jeunes femmes
qui arrive et qui est dans le learning process de prendre comme modèle. Merci. Eh bien, cette dame, Salewek Zewde, 68 ans, diplomate à la carrière accomplie. Elle a été ambassadrice par-ci, par-là, même auprès de la France. Mais avant sa nomination hier, elle était la représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Et Olivier Adja, les parlementaires se sont choisis cette présidente pendant que le gouvernement de l'Éthiopie a été recomposé il y a quelques jours. Et on note une parité, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans le gouvernement de l'Éthiopie. Oui, il faut dire que l'Afrique commence donc par s'inscrire dans l'idéal de parité homme-femme et au poste donc de décision au sommet de nos États. Vous savez, en Afrique, elles sont très rares, ces dirigeantes donc à être à la tête des pays. À part la parenthèse, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, il y aura et c'est difficile de trouver une femme à la tête de nos États. Donc, cette Éthiopienne, elle est encouragée à soutenir. Et il faut aussi rappeler donc l'expérience rwandaise aujourd'hui qui fait qui est un exemple dans le monde entier, parce que l'Éthiopie est arrivée même à dépasser certaines puissances mondiales dans le domaine de la parité et de la représentation féminine dans les instances, dans les institutions de cet État. Je crois que l'Afrique commence en tout cas par prendre de bonnes habitudes et c'est encouragé. Et au Togo, on a une loi donc pour les formations politiques qui doivent en réalité positionner aussi bien des femmes que des hommes pour les élections, mais c'est difficile. Donc, qu'on voit que ce n'est pas respecté et il faut encourager. Pour les élections qui arrivent, les listes ne sont pas encore constituées. Donc, nous encourageons ces partis à donner la part belle aux femmes, mais aussi nous encourageons les femmes à faire acte de candidature, parce que c'est la demande. Quand il n'y a pas l'offre, il n'y a pas de demande. Donc, lorsque les femmes ne sont pas là, on est obligé de faire avec ceux qui sont là, et ce sont des hommes la plupart du temps. Merci. Les femmes à l'honneur en Éthiopie, un gouvernement à parité, 50% hommes, 50% femmes. Je rappelle même que c'est une dame qui pilote le ministère de la Défense de l'Éthiopie. Mais Thierry Afanouko, il faut quand même rappeler que la nouvelle présidente a été élue par les parlementaires, c'est pas au suffrage universel, et le rôle du président de la République en Éthiopie est à titre honorifique. Oui, je crois que le pas que l'Éthiopie vient de faire est à saluer. Ils ont commencé avec le gouvernement, ce qui a amené le Rwanda à lui emboîter le pas. Vous avez vu que quand l'ancien ministre des Affaires étrangères est parti à l'OIF, ils ont dû aller donc à un remaniement, et le Rwanda a copié ou bien emboîté le pas donc à l'Éthiopie. C'est à saluer. Avec cette femme là à la tête de ce pays au poste de président, je crois que beaucoup de choses vont évoluer, puisque aujourd'hui en Éthiopie il y a des réformes en cours, et c'est ces réformes également qui ont conduit à positionner cette dame-là à ce poste de président de la République. Ici, Faure Gnassingbé a eu à lancer cet appel-là à la parité. Reste à ce que... C'est pas seulement un appel. Olivier l'a dit, il y a une loi qui demande aux partis politiques de positionner les femmes et les hommes à parité sur les listes électives. C'est ce que je voulais en venir. Donc, reste au chef de l'État de donner l'exemple. De donner l'exemple. Dans ce cas, il faut dire au président du parti UNIR. Voilà, parce que si vous prenez même le bureau du parti UNIR, il n'y a deux femmes sur les 6 ou 7, avec les vice-présidents, tout ça là, il n'y a que 2 femmes. Donc, ce parti, la majorité présidentielle doit faire plus que ça pour inciter les autres partis à leur emboîter le pas. Et puis, comme Olivier l'a dit, il faut plus d'engagement des femmes sur le terrain. Je crois qu'il y a des projets ici et là avec Procément où on essaye de mobiliser ou d'intéresser les femmes à la chose publique pour
qu'elle s'engage davantage. Merci, mais quand vous parlez de UNIR et de son bureau, c'est un bureau bizarre qui ne comprend que des vice-présidents, enfin un président, des vice-présidents, et puis un secrétaire exécutif, et puis des vice-présidents qui manquent, notamment dans la région de la Kara et dans Lomé commune. Peut-être quand le président du parti uni va compléter son bureau, il privilégiera les femmes pour les vice-présidences de la région de la Kara et de Lomé commune. Pourquoi pas? Oui, Roland Diatoubé. Ça, si j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce débat très intéressant, parce que tout est, je peux dire dans ce cas, tout est question de vision. Et le premier, de vision pour les femmes. De vision pour les femmes, okay. Et de vision de nos dirigeants aussi. Vous savez, Éthiopie a un premier ministre visionnaire. Oui. Visionnaire, c'est un monsieur qui est en train d'amener des réformes et qui impacte et qui devient un exemple pour les autres États. Et regardez, il a fait le gouvernement 50-50 et ça respecte le protocole de Maputo qui demande qu'au niveau des décisions, que les femmes soient, il y a parité genre. Dans notre pays, on a la loi, mais comment on fait la promotion de la femme? Oui, j'ai aimé quelque chose que Olivier a dit. Nous, les femmes, nous-mêmes, nous devons aussi prendre et aller de l'avant. Et ça, cette dame n'a pas été nommée juste par hasard. C'était pas un cadeau qu'on lui a fait. C'était pas un cadeau, c'est un travail et elle a mérité le poste. Nous devons mériter nos postes et ça, c'est l'heure des 5. Merci. Eh bien, il en est ainsi en Éthiopie, au Rwanda, et nous attendons les chefs de parti ici au Togo et les femmes elles-mêmes, oui. Au fur et à mesure que nous nous approcherons de la date des élections législatives du 20 décembre prochain. Mais les femmes, elles sont belles, notamment par leur sein, mais ces seins également qui peuvent constituer pour elles un problème, oui. Notamment le cancer de sein, cette maladie qui fait tellement qui cause beaucoup de préjudices à nos chères dames, qui sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos filles. Je ne continue pas la liste. Eh bien, nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose, mois de sensibilisation du cancer du sein. Cette journée, ou bien ce mois qui a été décrété par l'Organisation mondiale de la santé afin d'attirer l'attention d'un plus grand nombre de personnes sur la maladie, le cancer du sein, d'accroître la prise en charge et de favoriser la prise de conscience de la population. Merci à Focus Info qui nous rappelle le sujet aujourd'hui dans sa parution à la page 11. Et autre journal également qui s'y intéresse, c'est le Canard indépendant qui écrit le cancer du sein, niveau de risque, quel dépistage pour quelle femme? Je reviens à vous, Madame Sabi Faiza, rebonjour. Rebonjour, Sas. Vous nous reprécisez votre organisation? Alors, je suis là en tant que femme de Sabi Alafia et Mandela Washington Fellow, parce que ce sont ces deux organisations qui co-organisent la campagne Zumba Against Cancer. Donc, la campagne a commencé le 7 octobre de ce mois et nous clôturons demain, s'il plaît à Dieu, sur le terrain du lycée d'Agoué. Et nous sommes passés dans 4 marchés de la préfecture d'Agoué, à savoir le marché d'Acier, Agoué Acier, Agoué Achonvé, Agoué Zongo et Kakaveli. Donc, il a été question de sensibiliser nos mamans qui, malheureusement, n'ont pas seulement les mamans. Bon. Toutes les femmes. Voilà. Aussi voilà, absolument, absolument. Absolument. Donc, il a été question de leur parler du cancer du sein, de la prévention, de ces manifestations, des traitements, etc. Car, malheureusement, elles n'ont pas souvent accès à l'information et quand elles arrivent dans les hôpitaux, et quand nous les recevons, c'est déjà des stades très avancés, on ne peut plus les aider. Donc la campagne, c'est Zumba Against Cancer. Oui. C'est vrai que l'anglais nous envahit de plus en plus, mais votre campagne, c'est la Zumba contre le cancer. Voilà, absolument. Alors, c'est quoi la Zumba? La Zumba, c'est... Je ne sais pas si c'est le ou bien la Zumba. C'est la Zumba. La Zumba. C'est la Zumba. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de fitness, un peu en danse, en musique, qui est souvent dirigée par des coachs et qui peut durer entre 30-45 minutes et 1 heure. Et ça regroupe plusieurs personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, des jeunes, des vieux, des enfants, etc. Donc, ce sont des séances de sport. Ça ressemble un peu à de l'aérobic, mais c'est beaucoup plus dynamique. Donc, voilà. Dans l'association des femmes de Sabi Alafia, notre activité phare, c'est le sport.
tous les samedis et les dimanches, nous nous retrouvons pour pratiquer des activités sportives ensemble. Donc, ça a été une évidence que le sport soit l'apothéose de cette campagne-là. Certes, mais le sport, le fitness, quel rapport y a entre le sport fitness et le cancer du sein? Le sport fait partie des facteurs qui permettent de diminuer les risques d'attraper un cancer du sein. Quand vous êtes obèse, quand vous avez de la sédentarité, vous augmentez vos risques d'attraper un cancer du sein. Par contre, quand vous exercez des activités sportives un peu régulières, vous avez moins de chances de faire un cancer du sein qu'une femme obèse, par exemple. Eh bien, cette campagne, la Zumba contre le cancer, vous la menez dans la grosse banlieue d'Agué, avec 4 marchés. Absolument. Je crois savoir que l'apothéose, c'est... Demain matin, demain samedi 27 octobre, ce sera de 6h à 8h du matin sur le terrain du lycée d'Agué. Merci. Alors, est-ce que il y a que dans la zone d'Agué que les femmes risquent d'avoir le cancer du sein? Non, pas du tout. Dans le monde, une femme meurt du cancer du sein toutes les 53 minutes. Au Togo, les statistiques sont peu connues parce qu'il n'y a pas vraiment d'études pour quantifier tout ça. Mais est-il qu'une femme sur 8 dans sa vie va faire un cancer du sein? Et parmi celles qui font un cancer du sein, il y a 1 sur 27 qui va décéder de ce mal-là. Alors que c'est une maladie qui peut facilement être guérie, qui peut être vite prise en charge si la maladie est détectée tôt. Donc, ce n'est pas seulement à Goué, mais pour une première édition, nous sommes... Voilà, part. Absolument. Pour une première édition, c'est... Oui, Olivier Adja? Non, c'est pour peut-être emboîter le pas à votre invité. À notre invité, si vous voulez. Tant plus qu'elle est assise à côté de vous. Peut-être que je lui fais peur. Les statistiques, ou du moins les experts disent qu'il faut régulièrement une palpation du sein pour pouvoir détecter le cancer. Et de temps à autre, ces femmes-là sont invitées à aller dans les dispensaires et puis à l'hôpital pour, en tout cas, faire le suivi et veiller à ce que les débuts, puisqu'on dit que la prise en charge rapide permet de lutter contre cette maladie. Mais il se fait, et je discutais avec un jeune hier, il dit que et les femmes qui ne sont pas, parce qu'on dit que c'est nous les hommes qui devront surtout aider les femmes à la maison à pouvoir veiller à ce qu'elles n'attrapent pas vite cette maladie. Maintenant, les femmes qui ne sont pas mariées, les femmes qui sont célibataires, tout ça, donc il y a un groupe de jeunes qui se proposent bénévolement d'assister de temps à autre. Si elle est célibataire, il y a un homme derrière. Attention, je nous connais, nous les hommes. Roland et Faïza, oui. Si les hommes devraient vous aider à palper les seins, il faudra les former. Ils font autre chose, absolument. Okay. Absolument. Et, ces derniers jours, il y a beaucoup de photos, de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui font croire que le fait, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, le fait de sucer les seins des femmes, ça permet de lutter contre le cancer du sein. C'est absolument faux. C'est archi faux, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, on considère que un homme connaît le corps de sa femme. Donc, s'il y a des modifications, peut-être qu'au toucher, il peut sentir qu'il y a une chose. Donc, si la femme elle-même n'est pas attentive, le monsieur peut lui dire, écoute chérie, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu ne vas pas aller à l'hôpital? Voilà. Eh bien, à propos de cette information qui circule que sucer le sein aiderait à prévenir contre le cancer, Roland, il faut rappeler aux hommes qu'ils ont été sevrés depuis l'âge de 2 ans. Roland, ça c'est important. Mais continue pas. Non. Ils ont été sevrés depuis. Donc, ils devraient laisser les seins tranquilles pour les enfants. Ça, c'est compliqué. L'homme n'a jamais été sevré. Oui, voilà. Donc, Olivier, vous n'êtes pas encore sevré. Jamais sevré. Du courage à votre épouse. Alors, ça, c'est pour revenir sur le sujet, vu la dangerosité de cette maladie-là, je me dis, est-ce qu'il faut attendre le mois d'octobre avant d'initier ces genres de sensibilisation? Parce que les femmes, en principe, au quotidien, doivent aller à ce contrôle
de cet organe de leur corps, histoire de se prévenir contre cette maladie. Je crois que dans le même sillage aussi, il y a des conseils en alimentation, puisque cette maladie se développe. Vous avez fait cas tantôt de l'obésité et d'autres facteurs qui entraînent cette maladie. Donc, je lance cet appel-là à vous, ces organisations qui s'intéressent au sujet, d'initier ou de multiplier ces genres de sensibilisation afin que nos femmes, les femmes togolaises, soient à l'abri de ce mal-là. Merci Roland. Je crois que Octobre Rose, c'est pour attirer l'attention de toute l'humanité sur cette maladie, mais tous les jours sont faits pour que nous prévenions et que nous combattions le cancer du sein. Et encore une fois, rappeler que plus tôt on détecte cette maladie-là et plus on a de chances d'en guérir. Et je voulais juste ajouter, nous devons être à l'écoute de notre corps chaque fois, parce que quand quelque chose ne va pas, tu dois être la première personne à le savoir. Notre corps nous appartient. Et la femme, nous sommes un corps bien dressé, bien potelé par Dieu. Et nous devons en prendre soin. J'en prends bonne note. Et je continue avec vous avec les dépêches qu'on peut découvrir sur votre télévision numérique Éco-Conscience TV. Oui. Nous avons une dépêche concernant qui porte sur accès de la femme à la terre et qui est un sujet très important que nous avons abordé. Et c'est qu'il y a Wildaf Togo qui a organisé des ateliers de formation les 2 jours 23 et 24 pour avec les femmes paysannes avec l'appui technique financier de la fondation Konrad Adenauer, qui est une organisation. Konrad Adenauer. Ah, ok. Donc, je suis avec un Allemand ici. Non, un germaniste. Un germaniste, voilà. Donc, la session pays de l'ONG internationale Women in Law and Development in Africa, WILDAF, est arrivée à réussir plusieurs formes d'organisations paysannes afin de renforcer leur capacité en matière de loi et tests de protection des droits fonciers des femmes. Donc, elles sont outillées sur les techniques de plaidoyer pour faire de leur droit accès aux terres une réalité au Togo, et les participants, à l'issue de cette rencontre, ont rédigé un document de plaidoyer concernant des doléances adressées aux ministères concernés par le sujet, notamment le ministère de la promotion de la femme, le ministère de l'agriculture, le ministère de la justice et les autres. Aujourd'hui, c'est un fait. Les femmes ont droit à la terre et le nouveau code foncier doit être appliqué pour que la femme qui représente plus que la moitié des acteurs dans le domaine agricole soit vraiment ait accès à la terre. Et même à notre convention au niveau de UNCCD, c'est l'un de nos actions. Nous travaillons pour que les femmes qui sont des acteurs clés dans l'agriculture ont accès à la terre. Ce problème se pose toujours, surtout dans les localités rurales. Oui. Or, Thierry Afanouke s'est établi. L'homme et la femme sont égaux en droit et en devoir. Autant le garçon hérite des biens de ses parents, autant la femme devra également en hériter, même s'il s'agit de la terre. Ce n'est pas toujours vrai dans nos contrées de Vaud, de Yoto, entre autres. Je ne sais pas ce qu'il en est à Bay ici avec Macabouflan. Eh bien, ces bonnes volontés qui font ce plaidoyer-là, eh bien, nous y associons. Surtout les hommes qui n'ont que des filles. Il faudra faire en sorte que les filles ne soient pas lésées quand les parents ne seront pas. Oui, vous savez que devant la loi, nous sommes égaux, mais dans la réalité, vous l'avez si bien dit, c'est autre chose. Aujourd'hui, le problème de terre se pose avec acuité. C'est bien beau que nous avons un code foncier. Maintenant, dans sa pratique, dans sa réalisation, c'est autre chose. Je crois que de ce côté aussi, on doit aller beaucoup plus à la sensibilisation. Tout ceci aussi concernant le droit à la terre pour les femmes, vous savez, c'est nos traditions
qui ne sont pas favorables à ce que les femmes puissent avoir accès aux terres. Maintenant, avec ces ONG-là, il y a des pas qui sont en train d'être faits, et je crois que aujourd'hui, quand il y a décès, le papa n'est plus là. Dans le partage de l'héritage, on fait en sorte que et les filles ou les femmes puissent en profiter au même titre que les hommes. Merci. Marc Aboflan, bonjour. Bonjour Sas. Maintenant, c'est le droit de la nature, le droit de la loi. Il faudra faire en sorte qu'à Baie, les femmes aussi puissent accéder, que les femmes puissent également hériter de la terre des parents. Oui, bien évidemment, vous savez, Baie est particulier dans l'histoire de la loi foncière togolaise, d'autant plus qu'il y a un arrêt, c'est le premier arrêt togolais, en tout cas du droit togolais, qui donne accès à la terre aux femmes. C'est l'arrêt qu'on appelle l'arrêt Aboflan. Tous les bien sûr. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est Marc Aboflan qui nous parle de l'arrêt Aboflan. Oui, l'arrêt Aboflan, d'autant plus que, enfin, pour rappeler rapidement l'histoire, les femmes n'ont jamais donc hérité de la terre dans la collectivité. Vous savez tous que les populations de Baie ont beaucoup de terres dans les environs. On ou bien avait. Avait et on, parce que de toute façon, il y a une grande communauté à Baie aujourd'hui qui sont des propriétaires terrains et qui vivent en tout cas à Lomé. Mais c'est pour dire que justement il y a une femme dont j'apprécie le leadership comme une femme de la trempe des Roland et Faïza, qui a porté donc cette affaire devant la justice. Le juge lui a donné raison. C'est devenu un arrêt célèbre dans la législation togolaise qu'on appelle l'arrêt Aboflan. Merci. Eh bien, Roland, vous constatez que votre dépêche suscite de l'intérêt, que ce soit dans le Vaud chez Thierry Afanoukoé, dans le Yoto chez Olivier Adja, et également qu'on nous rappelle que ça a commencé à Baie. Oui, c'est autre dépêche sur Éco-Conscience TV. Vous allez découvrir aussi que des acteurs communautaires sont prêts désormais à se jeter dans la lutte dans la lutte anti-drogue. Et là, sont les membres volontaires de 2 coalitions pilotes dans les quartiers d'Agbalépé-Dogan et de Kélégougan, qui ont été renforcés sur les stratégies de prévention des troubles liés à la consommation des substances psychoactives. Et ils ont eu leur attestation le 23 octobre dernier à Lomé. C'est un projet introduit au Togo par les coalitions communautaires anti-drogue d'Amérique. Et c'est l'ONG Alliance nationale des consommateurs de l'environnement ANSE Togo qui coordonne la mise en œuvre de ce projet. Alors, on a outillé 200 personnes avec ces cadres, et je crois que c'est un sujet aussi important parce que ça regarde la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit vraiment outillée et cadrée. Olivier Adja, ces personnes qui viennent d'être formées pour lutter contre la drogue, ils ont du boulot parce que la drogue, elle est plurielle, elle est multiforme. Elle se fait de plus en plus envahissante dans nos communautés. Toute la semaine, vous avez suivi sur radio RFI, toute la semaine est consacrée à cette drogue-là, tramadol, qui pullule un peu partout chez nous ici, mais du tramadol au véritable ghetto, c'est une réalité qu'on ne peut plus nier. Oui, de toutes les façons, c'est une réalité qu'on ne peut plus nier. En réalité, c'est un tueur silencieux au sein de nos sociétés. La drogue, elle n'est pas visible, donc, mais elle fait beaucoup de dégâts. La jeunesse est beaucoup confrontée à ce problème, surtout de par leur fréquentation et surtout à cause de la situation difficile, l'économie difficile. Les jeunes n'ont que ça comme loisir et plaisir. Et je me rappelle quelqu'un qui me faisait cette confidence comme quoi son enfant est revenu, et son enfant d'une dizaine d'années est revenu de l'école avec un sachet de marijuana et il a eu ça sur les bancs de l'école. Et vous comprenez que c'est une situation alarmante et il faudrait lutter contre ces produits psychoactifs qui détruisent beaucoup notre société, notre jeunesse. Et vous savez, il y a des associations qui prennent en charge ces jeunes-là, mais je crois que la bonne stratégie de lutte serait une sensibilisation, et voilà, pour éviter que ces jeunes-là tombent dans ces travers
et deviennent accros. Parce que vous savez, et la drogue, lorsqu'on devient accro, c'est difficile de s'en départir. Et on finit parfois donc à la morgue. Parce que vous voyez, dans certains pays, c'est les overdoses et des problèmes pour ce que ça crée pour notre société. Merci. La drogue, c'est une calamité, mais ne nous voilons pas la face. La drogue, elle se fait de plus en plus envahissante dans nos sociétés. J'ai travaillé dans une association, on avait un répertoire des ghettos, nous le savons tous, et encore une fois, c'est la prévention qui est la meilleure méthode. Roland, merci de nous rappeler cette action que mènent ces organisations communautaires pour nous sensibiliser sur la lutte contre les drogues. Oui, ça, je voulais ajouter pour Tramadol, j'ai suivi un reportage avec RFI, ils se sont descendus et là, nous avons des Z-men qui empruntent parce qu'ils ne veulent pas se fatiguer, parce qu'ils veulent de l'argent. Et là, vous savez, ils mettent la vie des populations en danger. Vous prenez un Z-man qui a pris ça là, vous imaginez la suite. Merci, j'ai été un peu surpris que RFI n'ait pas pensé. Je croyais que le tramadol ne sévissait qu'au Togo et c'est un problème qui concerne tout le continent. Oui. Merci beaucoup Roland. Comme c'est vous qui avez le rôle de présenter les invités au Club de la Presse aujourd'hui, il semble qu'il y a un nouveau visage ici au studio. Oui, c'est tout avec. Ça sera avec un honneur de présenter notre invité, Son Excellence, Monsieur le ministre Gilbert Bawara. Monsieur le ministre Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour Sas, et bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices. Merci. Et naturellement, bonjour aux amis des médias qui sont autour de la table. Merci. Je salue vraiment tous les efforts que vous avez dû faire pour nous rejoindre dans ce studio parce que ce matin, notre pays a une activité de très haut niveau. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a accueilli son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour inaugurer une installation dans le sens de bon voisinage, de la coopération frontalière et également sous-régionale. Je crois savoir que vous étiez sur les lieux, monsieur le ministre. J'étais censé être sur les lieux. Vous avez été tellement persuasif que je n'ai pas voulu. Cela fait un peu longtemps que je n'ai pas répondu à vos invitations. Et j'ai préféré être avec vous plutôt qu'au lieu de la manifestation. Olivier, donc nous devrons être beaucoup encore très fiers si le ministre Gilbert Bawara a préféré le Club de la Presse à cette activité de très haut niveau qui se déroule actuellement. Oui, nous sommes honorés de ce privilège que le ministre nous accorde parce que nous savons que le chef de l'État et son homologue ghanéen se trouvent à la frontière de Togo-Ghana de Nouépé ici et pour l'inauguration du poste de contrôle juxtaposé et ce poste qui a été construit sur la frontière des deux pays pour permettre une fluidité des échanges économiques entre ces pays et l'inauguration a lieu, je crois actuellement. Et on croyait les images circulent avec les deux chefs d'État et les corps constitués. Et donc nous pensions que le ministre aurait ou devait choisi naturellement d'être aux côtés du chef de l'État et du président ghanéen. Donc je crois que l'honneur est encore double et de le recevoir ici. Merci. Monsieur Olivier, j'allais vous informer que le chef de l'État, le président Faure, sait que je suis avec vous en ce moment. Absolument. Je me disais bien, si le ministre Bawara est ici... J'étais avec lui à l'aéroport pour l'accueil du président Nana Akufo-Addo et je lui ai dit que j'étais embarrassé. J'étais dans le dilemme parce que je devrais être avec les autres collègues et la population à Nouépé, mais il y a également cette invitation de Sasgaou. Il m'a dit... Gilbert, vous devez respecter vos engagements et la presse et les médias. Donc, ta présence à Nouépé n'ajouterait rien. En revanche, en répondant à l'invitation de Canal FM,
c'est une occasion à la fois de démontrer le respect que nous avons pour les médias, toutes tendances confondues, mais également vis-à-vis des auditeurs et des auditrices. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, vous irez transmettre au président de la République toute notre considération. Eh bien, la presse de ce jour revient également sur cet événement qui se déroule actuellement, à savoir l'inauguration de ce poste de contrôle juxtaposé construit à la frontière Togo-Ghana, plus précisément dans les localités mixtes Nwempe à Kanou. La cérémonie a lieu actuellement, mais cette installation participe d'un plan communautaire parce que avant l'inauguration Togo-Ghana de ce matin, déjà le 23 octobre dernier, la même cérémonie a eu lieu à la frontière Semen-Krake, à la frontière Bénin-Nigeria. C'était encore les présidents Patrice Talon et Muhammadu Buhari qui avaient co-présidé cette inauguration. Mais maintenant, le Togo a un mérite dans tout ça. Thierry Afanoukoé, c'est que c'est une entreprise togolaise, la société GER, qui a construit les deux installations, aussi bien à la frontière Togo-Ghana que à celle entre le Bénin et le Nigeria. Je crois que nous devrons nous en réjouir parce que cette société de BTP a fait ses preuves ici à Lomé et sur l'ensemble du territoire. On lui a confié ce marché au niveau de Nwempe. Elle a eu à réaliser cela. Entre-temps, il y avait eu une cérémonie sur le site avec le chef de l'État Faure Gnassingbé et l'ancien président ghanéen. Et même avec l'actuel président, ils avaient visité les installations pour voir l'état d'avancement des travaux. Voilà. Donc, si on a confié le même job à l'entreprise... C'est un marché. Oui. Si on a confié le même marché à l'entreprise GER, du côté du Bénin et du Nigeria, je crois que cette entreprise-là mérite nos félicitations. On a vu ce que l'entreprise a eu à faire également ici à Lomé, juste à côté au niveau de la colombe de la paix. Vous savez que c'est cette entreprise-là qui a eu à réaliser cette voie-là. Qui a sauvé cette voie qui était en difficulté pendant des années. Donc voilà, aujourd'hui c'est le Togo qui gagne, c'est le Togo qui est honoré. Nos entreprises exportent leur expertise dans d'autres pays, dans l'espace CEDEAO. Donc je crois que concernant les autres marchés que nous avons ici, il faudrait qu'on puisse continuer par faire confiance à ces entreprises-là parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du BTP, il y a un véritable débat parce que nous avons nos entreprises nationales, elles sont là, elles sont qualifiées, elles sont compétentes, mais on se rend compte que pour certains travaux, c'est à des entreprises étrangères qu'on confie ces travaux-là, alors que en donnant ces marchés-là aux nationaux, ça peut nous permettre de résoudre un tant soit peu le problème de chômage que nous avons dans notre pays. C'est un débat que nous affectionnons ici au Club de la Presse, mais il y a priorité, donc on y reviendra. Mais revenons donc à cette semaine politique qui voit encore l'incompréhension se creuser davantage entre les acteurs politiques de ce pays. Quand on se rappelle les événements qui ont jalonné cette semaine et les titres des journaux au jour le jour, au point que il va falloir encore regarder vers l'extérieur, notamment les facilitateurs, pour peut-être que la solution jaillisse. La preuve, le journal Le Tonnerre, qui revient sur cette visite d'amitié de travail que Faure Gnassingbé a effectuée au Ghana il y a 48 heures. Le Tonnerre qui écrit tête à tête entre Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo, c'était mercredi, pendant que Liberté, lui, revient là-dessus également, écrit que la crise togolaise exaspère la facilitation. Faure Gnassingbé à Accra, mercredi, la coalition des 14 partis politiques qui est également annoncée demain samedi à Conakry. Cette fois-ci, le Canard indépendant, lui, revient le Canard écrit rebondissement dans la crise togolaise, les non-dits de la rencontre d'Accra, et puis l'audience, le journal L'Audience, qui écrit lui à la page 3, la coalition des 14 partis à Conakry demain samedi sur invitation du président guinéen
avions spécialement affectés, billets de banque comme surprise et avantages colossaux aux personnalités qui vont participer à cette rencontre. Et l'éveil de la nation qui se demande à la page 4, l'éveil de la nation qui se demande si le facilitateur guinéen va remonter les bretelles à la coalition. Eh bien, la coalition va aller à Conakry demain samedi et nous en saurons. Voilà le contexte dans lequel cette semaine se déroule. Et c'est pas fini. Ces événements qu'on a connus, à savoir ce qui s'est joué à l'Assemblée nationale le lundi dernier, ce mélodrame avec les députés qui s'entraînaient au karaté, au kung-fu, et la polémique reste et demeure. La coalition a animé une conférence de presse le mardi. Le lendemain, la réponse du berger à la bergère, c'est la majorité, d'abord le gouvernement et sa majorité qui ont également rencontré la presse. C'est tout cela que nous allons ramasser aujourd'hui. Et l'émission prend la forme d'une conférence de presse. Chers confrères, le ministre est là avec nous pour nous en dire davantage. Monsieur le ministre, on va commencer avec les mesures d'apaisement. Depuis quelques jours, circule une information dont nous parle Liberté aujourd'hui. Il semble, en tout cas c'est Liberté qui écrit à la page 4, que à Sokodé, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 octobre, le quartier qui abrite le siège du parti PNP a vu toutes ses artères bouclées par des forces de l'ordre et des gens mal intentionnés sous le contrôle des forces de l'ordre, lourdement armés, ont repeint le siège du PNP à Sokodé. Mais quelques jours avant, à Kara, on apprend également, et la coalition s'en est fait l'écho, que le vice-président fédéral de l'ANC, qui joue également la coordination de la coalition à Kara, a été passé à tabac. Monsieur le ministre, si ces informations sont avérées, cela viendrait alourdir davantage le climat social, sociopolitique. Je ne crois pas. D'abord, il ne faut pas prendre tous les faits divers et toutes les allégations et affabulations comme étant de l'argent comptant. Les faits auxquels vous vous référez à Sokodé, où un groupe de personnes encadrées par des militaires lourdement armés aurait investi un quartier pour repeindre un bâtiment privé. J'imagine que le siège du parti PNP, c'est un bâtiment privé. Je ne vois pas comment des personnes étrangères à un bâtiment et à un immeuble se livreraient à ce genre d'activité. Vous savez, les forces de sécurité, les forces de défense ont énormément de travail. Ils sont déployés dans la sous-région, dans beaucoup de pays et de théâtres d'opération, sous le drapeau des Nations Unies ou de la CEDEAO, pour aider à l'instauration, à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Et à l'intérieur de notre pays, il y a également beaucoup de travail. Donc, les forces de défense et de sécurité n'ont pas le temps pour se livrer au genre d'actes et de comportements auxquels vous vous référez. Maintenant, par rapport à Sokodé, nous avons également appris à travers les médias qu'un incident se serait produit à Kara. Et en conférence de presse, il y a 2 jours, nous avons indiqué que le gouvernement n'a jamais été saisi ou informé d'un quelconque incident à Kara. Et si ces faits sont avérés, il y a un certain nombre de commentaires, d'observations que cela appelle de ma part. La première observation, c'est que tous les citoyens, y compris les responsables des partis politiques, de la société civile, doivent pouvoir se sentir libres de saisir et d'interpeller les forces de l'ordre, les forces de sécurité et la justice lorsqu'il y a un fait de cette nature qui se produit. Alors donc, j'encourage les partis politiques concernés ou le regroupement de partis politiques concernés à ne pas hésiter à interpeller et à saisir les forces de l'ordre et la justice pour que les investigations puissent être menées. En toute hypothèse, le président de la République en conseil de ministres hier a donné des instructions pour que les forces de l'ordre et la justice
engagent des investigations et identifient et poursuivent tous ceux qui ont été impliqués dans des incidents à l'occasion du recensement électoral. Qu'il s'agisse de l'incident auquel nous faisons référence à Kara, ou qu'il s'agisse des incidents qui se sont produits dans la préfecture de Tandjouaré, nous ne devons pas laisser cela se produire. La deuxième observation, c'est de rappeler qu'aucun citoyen n'a le droit de se faire justice ou de se livrer à des actes de vengeance. Les partis politiques, les acteurs politiques ont la liberté et le droit d'avoir des positions, notamment de décider de ne pas participer à un processus électoral, en particulier au recensement électoral, d'appeler leurs militants à ne pas participer au recensement électoral, ce qui leur est interdit, conformément aux articles 125 et suivants du Code électoral, c'est d'avoir des comportements et de poser des actes qui sont de nature à empêcher d'autres citoyens de participer aux consultations électorales. Je profite pour dire que l'État sera intransigeant et très ferme pour respecter les deux libertés. D'abord, la liberté des citoyens ou des partis et acteurs politiques qui ne souhaitent pas et qui ne désirent pas participer au processus électoral, mais également une répression sans faiblesse de tout ce qui serait tenté d'avoir des attitudes, de poser des actes ou d'avoir des comportements qui sont de nature à empêcher et à entraver d'autres citoyens dans leur liberté et dans leur droit de participer au processus électoral. Enfin, je voudrais également rappeler ce que le gouvernement n'a cessé de dire depuis ces derniers mois, que nous sommes disposés, à la demande des acteurs et des partis politiques, à mettre à leur disposition les mesures de protection et de sécurité nécessaires. Donc c'est pour dire que il y a un certain nombre de milieux politiques qui veulent entretenir un climat délétère, qui veulent envenimer le climat socio-politique parce qu'ils préfèrent ou qu'ils souhaitent utiliser cela comme un fonds de commerce. Je crois que les Togolais aspirent à davantage de sérénité, de tranquillité. Nous avons besoin dans notre pays de paix, de stabilité pour que nous puissions nous consacrer véritablement aux défis du développement et aux enjeux du bien-être de la population. Voilà les commentaires que je pourrais faire à propos de ces incidents pour rappeler que les citoyens doivent s'abstenir de poser un certain nombre d'actes, d'avoir certains comportements et en même temps la disponibilité de la justice et des forces de l'ordre à travailler pour éviter que ce genre de comportement et d'actes ne se reproduisent. Merci Marc. Nous venons d'écouter le ministre sur ces incidents à Kara et à Sokoré, mais il y a également le gros problème portant toujours sur l'apaisement, les mesures d'apaisement, notamment les personnes qui avaient été arrêtées lors des dernières manifestations publiques et dont certains continuent à croupir en prison. Oui, bien évidemment. Ce qui m'amène à poser une question à Monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement va élargir ses compatriotes dont il est question dans la feuille de route et qui copient aujourd'hui toujours dans nos prisons? D'autant plus que la question revient avec récurrence et qu'on vous accuse de continuer à les garder en prison. Monsieur le ministre. Vous savez, je vous encourage, vous les hommes et femmes de médias, à aller chercher la vérité, là où elle se trouve. J'ai eu le privilège d'assister au huis clos des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement le 31 juillet. J'ai eu le privilège de suivre de près la rédaction du projet de communiqué, notamment les conclusions, c'est-à-dire les décisions et les recommandations relatives à la situation socio-politique au Togo. Le communiqué de la CEDEAO, les décisions et les recommandations de la CEDEAO à propos des mesures de confiance et d'apaisement disent exactement ceci: d'accélérer les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques, et ensuite d'envisager des mesures d'apaisement supplémentaires en faveur des personnes concernées. Ce qui signifie qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est l'accélération des procédures judiciaires. Nulle part il n'a été dit
qu'il faut faire entorse à la justice, qu'il faut esquiver les efforts pour établir la vérité et la lumière sur un certain nombre de faits qui se sont produits. Au contraire, il s'agit de laisser la justice faire son travail, mais d'accélérer le cours de la justice et ensuite, sur la base des décisions de justice, d'envisager des mesures supplémentaires. Cette disposition-là et cette recommandation de la CEDEAO sera scrupuleusement respectée. Les instructions ont été données au ministre de la Justice pour que les parquets et les institutions judiciaires puissent accélérer la marche pour qu'il y ait les procès le plus tôt possible. Donc je voudrais vous dire que à ce stade, nous sommes dans le respect scrupuleux des décisions de la CEDEAO. Oui, vous savez, oui. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont mis à l'esprit qu'au nom de l'apaisement, on peut commettre des infractions. Là où vous et moi, en sortant de ce studio, en commettant un certain nombre de faits, si nous sortons, on voit un magasin ouvert en face de vos studios et que nous nous mettons à le saccager, je suis certain que nous allons finir la journée à la police. Je suis certain que le propriétaire des lieux ne nous laissera pas partir en disant que non, il faut l'apaisement. C'est dire qu'à l'occasion des manifestations, les infractions qui sont commises, les auteurs doivent en répondre. Et à l'avenir, il faut que les gens sachent que, je sais, ces derniers temps, nous avons entendu la reprise ou la relance des manifestations que les gens agitent comme un épouvantail. Oui, justement, il y a la coalition qui annonce qu'elle reprendra des manifestations de rue. Et il y a déjà également le Front citoyen Togo Debout qui appelle à une marche de protestation le 3 novembre, toujours pour demander la libération des gens dont nous parlons, monsieur le ministre. Non, je voudrais vous dire que le besoin d'apaisement, le besoin de promotion d'un climat de confiance ne sera pas utilisé pour permettre à certains de se soustraire à des comportements illicites qu'ils poseraient. Ça n'arrivera plus. Et je voudrais aussi, vous avez parlé le Front citoyen Togo Debout. Oui. Bon, parmi eux, il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu plus jeunes. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à reproduire des méthodes d'antan. Parce que le Front citoyen Togo Debout, aujourd'hui, est une aile marchande de la coalition. Avant, c'était une suspicion ou des allégations. C'est vous qui voyez ça comme ça, monsieur le ministre? Mais j'ai cru comprendre que le représentant de la société civile qui est à la CENI ou qui a été envoyé à la CENI appartient au Front citoyen Togo Debout. Donc le lien est clairement établi. Et même d'autres personnes qui se disent Espérance, je ne sais pas quoi. Espérance pour le Togo. Voilà, même ces religieux étaient sur la liste de la coalition. C'est dire que les masques sont rapidement tombés. Les gens ont des intérêts politiques, ils défendent une position. C'est vrai, généralement, on dit l'église au milieu du village. J'aurais aimé que, sans jeu de mots, que certains religieux ne choisissent pas des chapelles aux dépens d'autres. Monsieur le ministre, vous avez dit que le gouvernement respectera la feuille de route et que dans ce sens-là, des instructions ont été données au ministre de la Justice. Mais monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement et tout le Togo ne gagneraient pas si ces mesures étaient accélérées, que ces personnes-là soient jugées et que des mesures, disons, additives soient prises? Justement, ces personnes seront jugées. Et sur la base des décisions de justice, des mesures additionnelles seront prises. Mais certains sont en prison, ça fait déjà 1 an, sans procès. Sans procès. Vous savez, il y a des pays où vous placez l'aspect apaisement, puisque vous avez fait cas tantôt du fait que la CEDEAO a demandé qu'on puisse accélérer la procédure judiciaire. Sur ce même point, la CEDEAO demande à ce que des mesures d'apaisement puissent continuer. Est-ce que ces mesures sont d'actualité aujourd'hui quand on voit que ici et là on continue d'intimider des militants de la C14? Monsieur le ministre. Vous savez,
dans le climat qui s'est instauré au lendemain du 19 août, si nous devions parler d'un climat de terreur, de haine et de violence, tout le monde a constaté que cela venait beaucoup plus de la coalition et de certains de ses démembrements. Quand nous parlons de mesures d'apaisement, nous devons aussi avoir à l'esprit les victimes, ceux dont les magasins ont été saccagés, ceux dont les membres de famille sont morts, aussi bien à Sokodé qu'ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre des discussions politiques, la majorité et le gouvernement avaient souhaité qu'ensemble, au-delà des considérations partisanes et politiques, nous puissions lancer un appel à l'apaisement et à la tolérance, à éviter les actes de violence, de haine et d'intolérance. Et même lors de la dernière réunion du comité de suivi du 23 septembre 2018, la CEDEAO a souhaité que ensemble les parties prenantes puissent lancer ce mot d'apaisement. C'est la coalition qui a refusé. Je crois que quand on parle d'apaisement, il ne faut pas le voir seulement dans un seul sens. Depuis le début de la situation socio-politique dont nous sommes en train de sortir, quels sont les actes d'apaisement, quels sont les actes de bonne volonté que la coalition a déjà posés? Pouvez-vous en identifier un? Ils ont mis fin, par exemple, aux manifestations. En revanche, beaucoup de mesures ont été prises en faveur des personnes interpellées avec des grâces présidentielles, avec des libérations provisoires, et même des situations qui n'avaient aucun lien avec la situation actuelle ont bénéficié de mesures. Je pense notamment à ceux qui étaient sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des faits antérieurs à la situation. Donc, je souhaiterais que de part et d'autre, il y ait davantage d'ouverture, davantage d'apaisement, et que l'on ne regarde pas seulement dans une seule direction. Merci, Monsieur le ministre. J'ai une question. Cette question est importante, mais il y a d'autres aussi. Nous avons juste 20 minutes. Il y a le recensement qui a pris fin hier dans la zone numéro 2. Et hier, au Conseil des ministres, en ouvrant les travaux du Conseil, le président de la République a félicité les populations et tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement du processus de recensement électoral. Et vous-même, lorsque vous étiez devant la presse le mercredi dernier, vous aviez dit noter la forte mobilisation et l'engouement qui ont caractérisé les opérations d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, et vous disiez qu'il fallait s'en féliciter et surtout louer le civisme et le patriotisme des populations togolaises. Mais monsieur le ministre, votre position et celle du président contraste un peu avec certaines difficultés dont les gens disent qu'elles ont émaillé le processus du recensement. Monsieur le ministre. Je crois savoir que le communiqué du Conseil des ministres a fait état du fait que le président de la République a déploré certaines difficultés mineures qui sont survenues lors du recensement électoral, y compris les incidents auxquels nous nous référions tout à l'heure. Vous savez, dans la sous-région et au niveau international, il y a des normes qui existent. C'est-à-dire, notamment, le taux de la population qui devrait être enrôlé pour que le corps électoral soit de bonne qualité ou soit apprécié, ou qu'on puisse considérer qu'un fichier électoral est inclusif. Donc, je vous encourage à patienter lorsque tout le travail aura été fait, y compris l'affichage des listes provisoires, pour permettre à ceux qui se sont lancés dans des accusations, je ne sais pas, fallacieuses, notamment concernant l'enrôlement des mineurs. J'encourage tous les citoyens, les acteurs politiques et de la société civile à ne pas hésiter à dénoncer, lors de l'affichage des listes provisoires, toute inscription indue ou frauduleuse qu'ils constateraient. La CENI ne manquera pas de procéder aux radiations, et ensuite il y aura des opérations de dédoublonnage et d'affiches. Enfin, on aura une liste définitive. Lorsque nous disposerons de cette liste définitive, en comparaison avec le taux de la population et les normes au niveau régional et international, nous pourrons discuter pour voir à quel niveau se situe le Togo dans la sous-région. Moi, je suis confiant et je suis optimiste
que nous continuerons à être dans la tranche haute en termes de nombre de nos concitoyens qualifiés pour se faire enrôler et qui se sont effectivement fait enrôler à l'occasion de ce recensement électoral. Merci. Il faut ajouter à cela que, en plus du fait que les listes provisoires seront affichées, que les gens pourront dénoncer les doublons, il y a également la phase du contentieux. On a appris que dernièrement, le président de la CENI a procédé à la nomination des juges auprès de toutes les CELI pour connaître de la phase du contentieux lorsque les gens auraient quelque chose à reprocher aux listes qui viennent, en fait, qui seront affichées. 93.5 Canal FM. Nous revenons dans ce studio, dans cette émission, avec comme invité d'honneur le ministre Gilbert Bawara, qui est pratiquement le porte-parole du gouvernement. Vous ne me démentirez pas. Il vient de nous entretenir sur ces informations portant sur le siège du PNP à Kara et les responsables de la coalition, le siège du PNP à Sokoré et les cadres de la coalition à Kara un peu partout. On a continué avec d'autres questions, mais il y en a bien d'autres, Olivier Adja, dans cette affaire-là de la CENI qu'il faut compléter pour les uns, recomposer pour les autres. La semaine nous a fourni des scènes. Maintenant que le ministre est à nos côtés, il devrait nous en dire. Olivier? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut profiter d'abord de la présence du ministre pour comprendre d'abord ce que le comité de suivi donc, a décidé dans le cadre de la CENI, parce qu'il y a la question d'abord du renouvellement ou de la recomposition. Est-ce que cette CENI-là, en réalité, devrait continuer par travailler alors qu'il y a une situation où le comité de suivi de la CEDEAO a demandé à ce que l'opposition, qu'on permette à l'opposition donc d'être là et que l'opposition puisse participer à l'organisation de ces élections. Mais on se rend compte que la CENI continue par travailler alors que l'opposition n'y est pas encore. La deuxième question, peut-être... il va y répondre. Ok. Oui, monsieur le ministre. Merci. Je voulais faire deux observations avant de revenir. La première, c'est de vous dire que le contexte sécuritaire dans la sous-région est très volatile. Vous observez quotidiennement ce qui se passe dans les pays qui nous entourent, au Nigeria et notamment au Burkina Faso. C'est vous dire que les services et les forces de sécurité ont redoublé de vigilance et de mobilisation pour pourvoir à la sécurité et à la protection des Togolais. Ces mesures-là, de renforcement des dispositions de sécurité, de vigilance, voire de surveillance du territoire national, ne doivent pas être considérées comme visant ou ciblant des partis politiques ou des acteurs politiques. Donc c'est dans notre intérêt de faire preuve de prévention, d'être vigilant, et cette vigilance-là ne devrait pas être seulement celle des forces de l'ordre et de sécurité, mais également de tous les citoyens. Nous devons préserver notre pays par rapport à toutes les difficultés qui sont rencontrées dans d'autres pays. La deuxième observation concerne un certain nombre de journaux, notamment, vous avez fait état tout à l'heure de Liberté qui parle de l'exaspération, de la facilitation. Souvent, je lis Alternative qui annonce des sanctions imminentes ou le courroux de tel chef d'État ou tel autre dirigeant de la sous-région. Un pseudo-journaliste du nom de M. Joachim, qui en réalité est un enseignant, syndicaliste, s'est permis récemment d'écrire des mensonges sur une lettre qui aurait été écrite par le président Bouhari. Je voudrais dire à l'endroit des médias, y compris les journaux que j'ai cités tout à l'heure, Liberté, Alternative, et tout le monde, que le gouvernement est à votre disposition. Le ministre des Affaires étrangères est à votre disposition. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration territoriale et moi-même, nous sommes à votre disposition pour tout ce qui touche aux discussions et au processus de mise en œuvre des décisions et recommandations de la CEDEAO. Je ne crois pas que ces journalistes ou les acteurs politiques et les intérêts politiques qu'ils relaient soient beaucoup plus introduits et aient plus de relations et d'échanges avec les dirigeants de la CEDEAO que nous. Je voudrais vous dire ça.
le gouvernement a la responsabilité, l'État a la responsabilité d'établir et de maintenir des relations soutenues, de bon voisinage, de fraternité, d'amitié avec les pays de la sous-région, même si nous traversons un contexte particulier et que des chefs d'État se sont engagés pour déployer des bons offices ou mener des facilitations. Pour que les gens cessent d'intoxiquer, de désinformer la population. Nous devons respecter les Togolais et éviter de chercher à les conditionner avec de fausses informations et de fausses allégations. Maintenant, pour en venir à la question de Olivier concernant la CENI. Le renforcement. Vous savez, je voudrais dire à mon ami Antoine Folly que j'ai écouté hier sur Nana FM. Ce qu'il a oublié de vous dire. Vous savez, nous étions le 23 septembre dans la réunion du comité de suivi. S'il avait s'agi de demander aux deux protagonistes, si je reprends son langage ou le langage de la coalition, de désigner chacun 8 représentants au sein de la CENI, je crois que les femmes et les hommes, aussi bien membres de la coalition, du gouvernement et du Parti uni, sont suffisamment instruits pour intituler et articuler ça de manière très simple et de dire la coalition et tel autre parti désigne chacun 8 représentants au sein de la CENI. On le dirait très simplement. Je vous lis, entre guillemets, ce qui est écrit dans le relevé de conclusion du comité de suivi du 23. Il est écrit ceci. Concernant la CENI, il a été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le prévoit du reste la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. 2 points. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. Point. En outre, il a été retenu au titre des 6 représentants des partis politiques extra-parlementaires et la société civile que chacune des parties concernées copte 3 conformément au code électoral. Quand certains tentent de vous faire croire, de nous faire croire que les partis concernés ici, il s'agit de la coalition des 14 partis et de la majorité présidentielle. Oui. Mais c'est vraiment prendre des Togolais comme des naïfs. Monsieur le ministre, c'était les deux entités qui sont au cœur du dialogue. Mais pourquoi, si c'est le cas, pourquoi on prend soin même de préciser, est-ce que la coalition avait déjà des représentants au sein de la CENI? Non. Est-ce que le gouvernement et le parti UNIR représentent une seule partie dans le cadre du dialogue? Non. Je voudrais vous rappeler le 19 février 2018, lors du démarrage du dialogue. Qu'est-ce que la coalition avait dit? La coalition avait cherché à créer une confusion entre le parti UNIR, c'est-à-dire la majorité, et le gouvernement. Et à l'entame des discussions, aucun membre du gouvernement n'était dans la salle. La coalition elle-même s'est rendue compte qu'il fallait que le gouvernement soit représenté dans le dialogue en tant qu'entité distincte du parti UNIR. Ça, c'est une clarification que je voudrais vous rappeler. Vous pouvez vous rappeler bien la scène qui s'était déroulée, qui s'était produite le 19 février 2018 à l'hôtel du 2 février. Nous savons que depuis le début, la coalition a toujours cherché à nous amener à agir dans le cadre extra-constitutionnel. Mais le règlement intérieur du dialogue lui-même, les 15 au 17 février 2018, ont veillé à ce que le dialogue et les solutions préconisées se situent dans le respect du cadre constitutionnel et des institutions établies. C'est pour dire, je n'ai jamais eu le sentiment que la coalition se battait pour ses propres intérêts et non pas pour l'intérêt de la démocratie et de l'état de droit. Il est très clair que le libellé, tel que les conclusions du comité de suivi l'ont formulé, ne vise nullement la coalition. La preuve, je voudrais vous donner la preuve. Et cette preuve-là,
elle ne vient ni du gouvernement ni du parti UNIR, mais des membres de la coalition eux-mêmes, qui a envoyé la correspondance à l'Assemblée nationale pour la désignation des 5 représentants de l'opposition parlementaire. Est-ce que c'est Mme Adjamago, en qualité de coordonnatrice ou de porte-parole de la coalition? Non. C'est Mme Isabelle Amigambi en qualité de présidente du groupe parlementaire ANC. Ce qui signifie que la coalition elle-même sait que tout ce qui a été discuté ensuite doit être exécuté conformément au code électoral. Et en application du code électoral, la coalition n'est pas une partie prenante à la CENI. Je voudrais même raisonner à contrario, ou prendre une hypothèse. Si par exemple l'UFC avait aujourd'hui, sur les 29 députés qui représentent l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que la majorité a 62 et toute l'opposition réunie compte 29. Supposons que l'UFC avait 20 députés sur les 29. De quelle manière la coalition désignerait les représentants de l'UFC à la place de l'UFC? Vous savez, les gens sont dans des contradictions, ils ont des objectifs politiques et ils croient que les autres sont naïfs et qu'ils pourraient comme ça nous imposer benoîtement des choses qui sont des non-sens. La coalition a travaillé dans le sens de l'amélioration et du respect du code et du cadre électoral. À partir du moment où on entre dans l'application du code électoral, la coalition n'a plus d'existence en application de ce code électoral. Bien, monsieur le ministre, mais si on revient au revue de conclusion du comité de suivi du 23 septembre, est-ce qu'il y a d'autres entités en dehors de la coalition et de la majorité unie qui étaient à ce dialogue-là? Je vous dis les conclusions du dialogue. La mise en œuvre des décisions et des recommandations de la CEDEAO doivent respecter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire la constitution togolaise et les institutions établies. Donc au Togo, il n'existe pas, en application du code électoral, d'autres entités que celles qui sont visées à l'article 12 de ce code électoral. Merci. Alors toujours sur la CENI, il y a Maître Raphaël Pandé Adjaré, deuxième porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, qui a fait publier une tribune dans le confrère Liberté, et tribune dans laquelle Maître Raphaël Pandé Adjaré dit, je cite, en l'état actuel de la législation togolaise, là, il n'existe même pas de CENI. C'est une question de droit. Alors, pouvez-vous nous éclairer là-dessus, monsieur le ministre? Monsieur Pandé Adjaré, c'est un jeune avocat, un jeune juriste. Je l'apprécie bien. Il m'arrive de le rencontrer, de discuter. Je pense qu'il faut laisser chacun, comme on dit quelque part, chacun son troupeau et les vaches seront bien gardées. Il est mal placé, d'abord pour se prétendre indépendant ou neutre. Où se trouvait M. Pandé Adjaré en 2013? Il était dans le collectif Sauvons le Togo, qui s'était présenté dans un premier temps comme étant, lui, il travaillait pour la société civile, mais en définitive, le collectif Sauvons le Togo s'est présenté aux élections législatives. Bon, je voudrais profiter pour l'encourager à un peu plus de stabilité. À force, chaque fois, en fonction de cette déception, de changer. Hier, collectif Sauvons le Togo, aujourd'hui, Front Citoyen Togo Debout. C'est d'ailleurs pourquoi, avec ce genre de comportement, qu'il est difficile de parler d'une société civile crédible. En quoi lui, il est indépendant? Monsieur le ministre, l'autre porte-parole oui, de la coalition, de ce Front Citoyen Togo Debout, le docteur David Dossé, est membre fondateur de l'ANC. Pourquoi il a honte d'assumer qu'il est membre de l'ANC? Monsieur le ministre, je ne sais pas. S'il vous plaît, au-delà de leur personne, c'est la question de droit que pose Maître Pandé Adjaré. Non, c'est pas une question de droit. S'il avait bien lu le code électoral dans sa globalité, dans son entièreté, il aurait vu que la CENI reste en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. Donc il n'y a pas de problème de continuité à avoir. Donc je l'encourage, quand il lit les textes juridiques, à les lire
entièrement et à ne pas se contenter seulement de certaines dispositions. Merci. Nous avons le temps qui nous presse, mais il y a d'autres questions, dont notamment Roland Diatoubé Azaka. Gros point. Oui, monsieur le ministre. Je voudrais aussi lui dire. Entre-temps, je voudrais aussi lui dire que les principes qui ont été appliqués pour permettre aux députés, à tous les députés, de rester en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale, c'est les mêmes principes qui prévalent concernant la CENI. Merci, monsieur le ministre. C'est pour l'informer. Merci. L'information est passée. Madame Yatoubé, il y a également la question des réformes dont on ne parle plus beaucoup ces derniers temps. Oui, monsieur le ministre, je crois que c'est vraiment le nœud du problème, les questions des réformes, la réalisation des réformes. Et si nous sommes arrivés dans ce contexte aujourd'hui, c'est la réalisation des réformes. La non-réalisation. La non-réalisation, bien sûr, des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ouais. Alors, si nous laissons à côté les querelles politiciennes, nous sommes où aujourd'hui dans la réalisation de ces réformes qui, je rappelle, sont vraiment essentielles pour que le Togo soit vraiment affirmé et développé. Merci, monsieur le ministre. Oui. Là, je veux me baser sur l'ODD 16 parce que tout ce que nous parlons ici, je savais qu'on allait y venir. C'est l'ODD 16 qui dit et invite les pays à promouvoir l'avènement de la société, d'une société pacifique, ouverte à tout pour un développement durable et surtout assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Nous sommes où pour les réformes? Monsieur le ministre. Carole, je crois que la prochaine fois, nous allons vous soutenir pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Non, les réformes, les Togolais ne doivent pas avoir de doute là-dessus. Nous avons aujourd'hui un canevas, une plateforme que constituent les décisions et les recommandations de la CEDEAO. Et nous avons toujours dit que toutes les décisions et toutes les recommandations de la CEDEAO seront mises en œuvre et seront respectées scrupuleusement et rigoureusement. Nous avons parlé tout à l'heure du processus conduisant à la tenue des élections législatives. Maintenant, vous posez la question concernant les réformes constitutionnelles. Nous avons annoncé que le gouvernement adoptera. Le projet est déjà prêt, mais il va être formellement adopté en Conseil de ministres, le projet de révision constitutionnelle, et envoyé à l'Assemblée nationale. Nous avons bon espoir et nous sommes confiants que tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale, là encore c'est très important, parce que la coalition ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale œuvreront dans un esprit d'ouverture et de compromis pour que les réformes puissent être adoptées à l'Assemblée nationale. Mais si nous devions nous trouver dans la situation où notre pays est obligé d'aller jusqu'au référendum, le chef de l'État, le gouvernement et sa majorité ont déjà pris l'engagement presque solennel devant la nation que les réformes seront adoptées. C'est ça l'objectif, c'est ça la finalité. Les modalités, c'est soit la voie parlementaire, ce que nous préférons, c'est ce que nous voulons privilégier, mais le cas échéant, nous irons jusqu'au référendum. Quand nous parlons de référendum, parfois les gens croyaient que nous voulons faire un passage en force. Non. L'objectif était de dire aux Togolais que cette fois-ci, il n'y aura aucune excuse pour stagner dans une sorte de statu quo que certains souhaiteraient. Qu'en toute hypothèse, qu'en définitive, les réformes constitutionnelles seront réalisées, de préférence par voie parlementaire, mais le cas échéant, par la voie d'une consultation référendaire. Donc je voudrais vraiment vous Monsieur le ministre, lorsque vous étiez devant la presse, vous avez encore, la majorité, le gouvernement et la majorité unie avaient dit encore privilégier, disons, l'adoption des réformes par l'Assemblée nationale, mais il se fait que la CENI a déjà annoncé qu'elle organiserait un référendum le 16 décembre. Entre ce que la CENI a annoncé et la voie que vous continuez à privilégier, qu'est-ce qui va prospérer au finish, monsieur le ministre? Non, la voie que nous annonçons.
Le jour où la CENI constatera qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont débattu et ont adopté une réforme constitutionnelle, la question du référendum n'aura plus lieu d'être. Il n'y aura plus d'intérêt. Donc, c'est dans un souci d'avoir un chronogramme et un calendrier global, en tenant compte de toutes les éventualités. Donc, dans le chronogramme de la CENI, il faut considérer la date du 16 décembre, la tenue des élections locales et du référendum, comme étant une éventualité et non pas quelque chose d'inéluctable. Merci. Nous avons encore 5 minutes. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que... pas des élections locales. Et alors que la CENI avait annoncé un calendrier pour le 16 novembre, je crois le 16 décembre. Est-ce que, jusqu'ici, les élections locales sont au calendrier encore? Bien sûr. On aura les élections locales? On aura les élections locales. Avant la fin de l'année? Il faut le souhaiter. Monsieur le ministre, ça m'amène à poser une question. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se dit, déjà que la CENI est difficilement recomposable, vous êtes sûr que ces élections législatives-là peuvent tenir à la date du 20 décembre? Première question. D'abord, je voudrais vous rassurer. Oui, monsieur le ministre. Une CENI existe conformément à la loi, au code électoral, fonctionne valablement conformément au code électoral, mène valablement et légitimement des activités et des opérations conformément au code électoral. La question de savoir quelles sont les intentions, les stratégies ou les décisions de tel parti ou de tel regroupement de partis politiques n'intéresse pas le gouvernement. En définitive, que tel parti ou tel regroupement de partis politiques décide de participer ou non aux élections ne change pas le calendrier démocratique et républicain. Les élections législatives auront lieu le 20 décembre 2018. À ce stade, il n'est pas dit dans notre code électoral et dans notre cadre électoral et dans nos institutions que c'est seulement les partis politiques qui peuvent présenter des candidats aux élections. On organise les élections. L'institution compétente pour organiser les élections au Togo, c'est la CENI. Elle organisera les élections avec ceux qui se présenteront. Apparemment, vous souhaitez que les élections aient lieu sans la C14. Les conditions pour être candidat. Donc, on ne s'intéresse pas si la C14 boycotte le processus électoral dans son ensemble. Monsieur le ministre, le gouvernement va poursuivre le processus. La question ne nous intéresse même pas. Alors, monsieur le ministre, vous savez que la coalition a appelé au boycott. Donc, les leaders de la coalition ne se sont même pas fait recenser et ne pourraient pas être candidats éventuellement. Alors, est-ce que le gouvernement ou la CENI pourrait organiser des élections législatives auxquelles ne participent pas les partis qu'on connaît aujourd'hui à la coalition? Non, il faut distinguer deux choses. Il faut lire attentivement le code électoral togolais pour se déterminer si, pour être éligible, il faut être électeur ou non. Je ne vous donne pas de réponse, mais je pense que la question mérite d'être examinée et d'être examinée soigneusement. Je n'ai pas une réponse. Je n'ai pas une réponse à cet égard. Deuxièmement, je vous dis que le gouvernement se désintéresse de savoir quels sont les partis politiques qui voudraient participer aux élections. Si d'aventure la coalition décidait de participer aux élections, tant mieux. Si elle décidait de ne pas participer aux élections, c'est son droit et c'est sa liberté. Il n'y a pas un moyen de coercition pour obliger un citoyen, un acteur politique, un parti politique ou un regroupement de partis politiques. Vous savez, souvent j'entends ici et là qu'il faudrait essayer de contribuer au renouvellement de la classe dirigeante. Bon, si des événements conjoncturels venaient à contribuer à ce renouvellement, je crois que beaucoup de Togolais... Monsieur le ministre, on va finir par là. De par le passé, vous, et aussi bien le pouvoir que l'opposition, vous nous avez habitués à des ententes de dernière minute. Est-ce qu'il est envisageable que, surtout que vous allez, vous revenez du Ghana pour le chef de l'État, vous êtes annoncé à Conakry, est-ce qu'il est envisageable que vous entendiez pour décréter quelques jours supplémentaires pour le recensement, façon que vos amis de la coalition également puissent rejoindre les rangs? Monsieur le ministre. Mais ça, j'aurais imaginé que vous me posiez l'autre question.
de savoir si certains partis politiques de l'opposition ne seront pas cohérents avec eux-mêmes. Par le passé, ils nous ont habitués à ce que même le dernier jour de dépôt des candidatures, ils déposent leur candidature, leur dossier. C'était le cas en 2013, si ma mémoire est encore bonne. En 2015, nous avons entendu tout et son contraire, jusqu'aux élections présidentielles d'avril 2015. Donc je crois que c'est vraiment, je voudrais vous dire que nous ne nous intéressons pas de savoir qu'est-ce que la coalition veut faire ou ce qu'elle ne veut pas faire. Non, monsieur, je reviens sur la question. C'est sa liberté. Au niveau du gouvernement de la majorité unie, est-ce que vous pourriez concéder, pas une reprise, mais un certain prolongement du recensement, de façon que ceux qui n'ont pas pu s'inscrire puissent le faire, monsieur le ministre? Je voudrais tout simplement vous dire, l'intérêt de notre pays en ce moment, c'est de sortir définitivement de cette situation d'attentisme, d'incertitude, d'interrogation. C'est pourquoi il y a une détermination et un engagement résolu et irréversible de tout mettre en œuvre pour organiser les élections législatives le 20 décembre 2018. Et hier, la phase de recensement a été bouclée. Dans les prochains jours, je voudrais vous dire qu'il y aura des annonces concernant le reste des étapes du processus électoral. Le 20 décembre, les élections auront lieu. Merci. Peu importe l'attitude nous allons devoir nous et la décision de certains partis. Merci. Est-ce que le gouvernement a reçu Olivier, s'il vous plaît, on devra s'arrêter là. Mais je voudrais juste, à titre indicatif, vous donner ces deux titres de journaux. Focus Info, qui titre à la page 2 de sa parution de la semaine, les marchands d'illusions. L'article porte sur la coalition. Et aujourd'hui même, le journal Le Rendez-vous, lui écrit opposition togolaise. Et si on changeait de méthode? Et Le Rendez-vous parle des paradoxes d'une lutte de libération. Nous allons devoir en finir là. Le temps ne nous a pas permis de vider toutes les questions. Mais juste notre traditionnel tour des cartons et laisser 1 minute au ministre pour sa conclusion définitive. Carton avec Macaboflan. Vous devez avoir de la matière pour la semaine. J'ai beaucoup de matière, tellement j'aurais voulu décerner 2 cartons, mais je vais décerner un carton vert. À qui? Aux dames du groupe Sabi Alafia et au Mandela Fellow qui ont passé tout ce mois à sensibiliser. Merci. Carton vert aux dames de la Zumba Against Cancer, ou bien la Zumba contre le cancer. Olivier Adja? Non, c'est aussi un carton vert pour les Togolais qui gagnent et qui font la fierté du Togo. Et c'est l'exemple de nos amis de Fufumix Logo Misop qui vient d'ouvrir le capital de sa société afin de regrouper des milliards et d'installer une usine capable de fournir la sous-région. Merci. Vous demeurez logique à vous-même. Vous prenez des actions dans la société Fufumix. Thierry Afanoukoé? Je passe. Vous passez. Roland Diatougou Adjaka? Mon carton sera un carton de cœur et je vais adresser. Je voulais le donner en personne à monsieur le ministre. Ah bon? Oui, à partager avec ses collègues et puis les autres. Et les autres. Le message, c'est que faisiez tout. Vous venez tout juste de dire. Le souhait, c'est que vous voulez accélérer pour faire sortir le Togo de cette crise. On en a marre de cette crise. Arrivez à vous entendre plutôt, voilà, et essayez de trouver une solution à notre crise parce que le Togolais a besoin d'un ouf. On a besoin de se développer. Et oui, un climat d'incertitude, de pas de sécurité ne nous permet pas de réaliser notre développement durable. Et le Togo est loin des pays pilotes des ODD. Nous devons montrer l'exemple. Merci. Quelqu'un a chanté « Quand la femme se fâche ». Eh bien, monsieur le ministre, vous avez votre conclusion. En 1 minute, s'il vous plaît. Non, nous sommes attentifs à son message. Et c'est pourquoi je voulais profiter en conclusion pour dire que quand nous mettons tout en œuvre pour l'organisation des élections, c'est pas par rapport à l'intérêt, aux préoccupations d'une tendance ou d'un camp politique contre d'autres. C'est véritablement parce que l'intérêt de notre pays aujourd'hui, c'est de sortir définitivement de cette période d'attentisme et d'incertitude
et de nous consacrer aux vraies préoccupations. Madame a parlé tout à l'heure des ODD. Ça demande de notre part beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Et pour avoir ces ressources-là, il faut que l'économie prospère. Et pour que l'économie prospère, il faut qu'il y ait des investissements. Les investissements n'auront pas lieu si dans notre pays, il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de stabilité, si les gens s'interrogent de savoir qu'est-ce qui arrivera au cours de l'année 2019. C'est pourquoi nous voulons profiter pour rassurer la population togolaise sur le fait que tout sera fait pour sortir définitivement de la situation. Malheureusement, nous aurions souhaité que tout le monde puisse y contribuer. Mais comme on ne peut pas obliger tous les acteurs à regarder dans le même sens, on n'est plus au temps du parti unique. Donc, il faut laisser les gens exercer librement leurs droits en se décidant de contribuer ou de ne pas contribuer. Merci à vous, monsieur le ministre. Toute notre gratitude au président de la République qui vous a libéré pour nous dans cette émission. Nous sommes très sensibles à cette marque. Eh bien, bon week-end à chacun, à chacune. Nous nous retrouvons lundi prochain si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.